On va voir le bout. Bonjour Lucie, merci pour ta dispo pour ce podcast. Je suis ravi de t'avoir avec moi pour pouvoir discuter de ton parcours et de Terraform Industries, que tu as donc rejoint l'année dernière, je crois. Et ben écoute, je vais te laisser peut-être te présenter, peut-être nous en dire un peu plus sur ton parcours depuis, tu vois, tes études jusqu'à Terraform Industries et pourquoi tu as rejoint Terraform Industries. Et puis on rebondira à partir de là. Ça marche. Salut Thomas, merci de m'avoir. C'est un grand plaisir de parler enfin en français. Ça fait un bout de temps que ça m'est pas arrivé, donc on va voir comment ça se passe. Donc, d'un point de vue de mon parcours, j'ai envie de te dire que c'est un peu un parcours qui s'est élaboré sur trois piliers. Le premier pilier, c'est vraiment des opportunités qui sont arrivées au cours de ma vie. La deuxième, je pense que c'est ma motivation. Et la troisième, c'est vraiment un pilier. En fait, j'ai vraiment acquis une maturité au niveau du réchauffement climatique et des changements climatiques. Et en fait, mon parcours est une réflexion de ça. Donc, j'ai commencé par une prépa, maths phé, physique et chimie à Paris. J'ai intégré l'ENS en 2012. Durant mon parcours à l'ENS, donc sur 3 ans, j'ai fait un master et qui m'a donné l'opportunité de voyager. Notamment, j'ai fait un stage de 6 mois à Vancouver dans un laboratoire de chimie organique. Et durant ce parcours-là, durant ce stage, j'ai participé à une conférence à Vancouver et en fait, j'ai vraiment été accrochée par une des personnes qui donnait une conférence ce jour-ci. Je parle de professeur Warren Pierce, qui deviendra en fait mon directeur de thèse. Donc, je participe à sa conf et je suis vraiment accrochée par en fait le lien entre les carburants alternatifs et l'énergie et l'environnement. Voilà, donc je retourne en France en 2015, je finis mon diplôme de l'ENS et je retourne donc à Calgary, cette fois-ci en Alberta, où je commence une thèse justement sur l'utilisation de molécules afin d'utiliser, de trouver de nouveaux carburants ou bien de transformer des produits, on va dire, des produits déchets en tant que d'énergie possible. Donc, j'ai par exemple travaillé sur l'utilisation de l'oxygène comme carburant, sur le craquage de l'eau, sur pas mal de choses comme ça, jusqu'à en 2019, je participe à une nouvelle conférence, cette fois-ci au Texas, et pour la première fois, j'entends un peu parler de ce qu'on appelle le cycle de l'azote, et notamment comment est-ce on peut utiliser des produits azotés pour en fait réétablir un cycle de carburant. Et ce serait une alternative au cycle du carbone. Et justement, ça s'inscrit un peu dans cette logique de comment est-ce qu'on peut utiliser du carbone, voilà, dans n'importe quel environnement. Donc, je finis ma thèse sur en fait utiliser l'ammoniac en tant que carburant. Donc, l'ammoniac, ça a un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. Ça ne contient pas de carbone. Mais l'ammoniac est fait à l'heure actuelle à partir d'hydrogène et d'azote. Et l'hydrogène vient à 95% du gaz naturel qui est extrait des puits. Donc, ça ne sert à rien si on utilise l'ammoniac en tant que carburant, s'il est formé à partir des énergies fossiles. Donc, je finis ma thèse en 2020 et j'intègre en fait Caltech, donc California Institute of Technology, en Californie, où je commence en 2021 un postdoc sur comment synthétiser l'ammoniac de manière verte, c'est-à-dire à partir d'eau et d'azote, au lieu de justement d'utiliser des produits à base de carbone. Et à la fin de tout ça, donc je suis vraiment à fond dans le cycle de l'azote en me disant, voilà, c'est le futur, c'est comme ça qu'on va ne plus pouvoir utiliser de carbone. Je me rends compte qu'il y a un problème majeur, c'est que on est vraiment à l'échelle académique. C'est-à-dire que si on veut si on veut trouver une solution, en fait, on devait trouver une solution hier. Donc, si on veut trouver une solution maintenant, en fait, je me suis rendu compte que le cycle de l'azote, c'est vraiment la solution à long terme. En tout cas, c'est ce que je comprends
je te dis, hein, c'est une histoire de maturité. Je comprends à ce moment-là que c'est bien beau ce que je fais au niveau du labo, mais ça va prendre du temps. Quand je dis ça va prendre du temps, ça va prendre des décennies pour pouvoir se mettre en place. Parce qu'il va falloir réinventer un peu la manière dont on utilise ces nouveaux carburants. Alors, Et donc, quand à ce tu dis ça, moment-là, tu parles plus de percées scientifiques qui sont nécessaires ou de déploiement d'infrastructures qui pourraient prendre beaucoup de temps? les deux en fait. C'est vraiment en fait le cycle de l'azote en tant que carburant et on va dire alternatif au carbone. Ça va prendre des décennies à avoir la maturité qu'on a, en fait la même maturité qu'on a pour les énergies fossiles en fait. Je pense que ça va prendre vraiment des décennies pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ces différents produits, soit en tant que carburant, les produits qui vont rejeter, etc. Et justement de les déployer à l'échelle mondiale. On parle de millions de tonnes de carburant qu'il faut fournir à l'heure actuelle. Donc, je comprends qu'il y a un problème de calendrier, c'est-à-dire que en fait, le cycle du carbone à l'heure actuelle, il est déréglé. C'est-à-dire que on a une relation linéaire avec le carbone, on l'extrait du sol, on le brûle, on l'utilise, et ensuite toutes les émissions de carbone sont dans l'atmosphère et elles restent là. Donc je me dis, il faut bien qu'il y ait un tremplin entre la façon dont on fait des choses aujourd'hui et le cycle de l'azote. Et en fait, ça m'amène à tomber sur Terraform Industries, qui essaie justement, je pense qu'on va en discuter un peu plus, mais à rétablir le cycle du carbone, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire des carburants à l'heure actuelle en utilisant les émissions de carbone qui sont à l'heure actuelle dans notre atmosphère au lieu des extraits du sol. Et donc, je rejoins Terraform à la fin de l'année 2022, après mes 2 ans de postdoc à Caltech, en me disant, eh ben, c'est parti, on va devoir trouver une solution maintenant. D'accord. Intéressant. Alors, avant de plonger dans ce que fait Terraform Industries, je voulais revenir un peu sur tes études parce que, bon, on n'a pas l'habitude forcément d'échanger avec des gens qui ont fait Normal Sup et puis qui ont fait ensuite les universités américaines. Donc, je pense que aussi ça peut être intéressant pour les auditeurs. Donc, prépa scientifique. Après, donc, tu as préparé tous les concours. J'imagine que tu avais préparé aussi Polytechnique et tu visais vraiment Normal Sup. C'était l'objectif? Ouais, c'était que ça en fait. À l'heure actuelle, enfin à l'époque, je voulais vraiment être enseignant-chercheur ou maître de conf, avoir mon propre labo, rester dans le milieu académique. Et c'est vrai que Normal Sup, c'était vraiment la voie pour y arriver. Et donc, en fait, j'intègre l'ENS dans le département de chimie en 2012. Euh, Ah, donc tu avec, commences en chimie ouais, dès ta prépa, à vrai dire, mais ensuite tu continues dans cette voie là-bas. Et, c'est ça. après, donc, l'université de Calgary. Et après, pourquoi Caltech et pas le MIT ou Berkeley? Enfin, il y a tellement d'universités aux États-Unis connues pour la tech et qui font un peu rêver, mais Caltech en particulier? Caltech en particulier pour deux raisons. La première, c'est la personne pour laquelle j'ai travaillé, euh, Mm. professeur Jonas Peters, qui est l'expert, on va dire à l'heure actuelle, dans justement le cycle de l'azote. Et en fait, il est reconnu pour ses recherches sur la synthèse de l'ammoniac verte, mais aussi sur son utilisation en tant que carburant. Donc, je me suis dit qu'intégrer son équipe, ça m'aiderait justement à plonger un peu plus sur ce côté-là. À l'époque, durant ma thèse, j'avais vraiment travaillé sur le côté carburant. Là, je voulais vraiment travailler sur le côté synthèse. Et lui, il est vraiment spécialisé sur la catalyse, qui est mon Mm. expertise également. Donc, je voulais vraiment acquérir un peu cette expertise en plus. Et la deuxième, c'est que vraiment la Californie, quand on regarde au niveau des leaders au monde actuel pour pousser les politiques dans tout ce qui est les émissions de carbone, etc., ils sont vraiment les premiers à établir un gouvernement qui nous permet justement d'avoir des fonds pour toutes ces énergies renouvelables et alternatives. D'accord. Alors c'est intéressant, c'est un peu un hasard parce que j'écoutais un podcast où Paul Graham était interviewé, donc Paul Graham, le cofondateur de Y Combinator, et il expliquait que pour lui, Caltech c'était l'école d'ingénieurs aux États-Unis la plus méritocratique de toutes, celle qui était peut-être la moins, on va dire, gangrénée par des prix d'inscription démesurés, etc. C'était donc
Caltech, effectivement, ça, je connaissais pas à ce point, mais ça a l'air vraiment top. Alors si en plus ça coïncide effectivement avec tout cet engouement pour le climat, avec les équipes sur place et les politiques, c'est encore mieux. Et alors, donc ouais, on continue sur ton parcours. Alors, tu t'as parlé du cycle de l'azote qui allait vraiment prendre énormément de temps pour arriver à maturation. Mais on va voir qu'avec Terraform Industries, que pour produire ce méthane de synthèse, un CH4, ce gaz naturel à partir du CO2 de l'atmosphère, il y a une des étapes, c'est de produire de l'hydrogène. Donc, tu nous as parlé du cycle de l'azote, mais l'hydrogène, puisqu'en fait, on en aurait besoin pour faire derrière du méthane de synthèse, pourquoi ne pas rester à l'hydrogène? Parce que c'est compliqué pour le public, pour les auditeurs, parce qu'on est bercé de nouvelles en tout genre sur des technologies révolutionnaires. Et ça, en ce moment, ça tambourine pas mal sur the hydrogen economy. Il faut miser sur the hydrogen economy. Il faut créer des pipelines pour l'hydrogène. Il faut créer des bateaux qui vont transporter de l'hydrogène liquéfié. Il faut faire des moteurs à l'hydrogène. On avait Toyota qui avait misé beaucoup sur la voiture à hydrogène. Donc, on est en train de vraiment nous expliquer que ça peut être ça l'avenir. Mais en fait, j'ai l'impression que toi, tu arrives à la conclusion que non, c'est sans doute une impasse aussi. Oui, on va faire de l'hydrogène vert, mais on va s'en servir comme feedstock, comme ingrédient pour faire autre chose très vite derrière, qui va être plus facile à manipuler, à faire circuler, puis surtout qui a déjà des infrastructures en place et peut-être moins dangereux. Peut-être que tu peux expliquer aussi pourquoi ce serait une impasse, en tout cas pour l'instant, l'économie de l'hydrogène. Oui, en fait, tu l'as bien résumé. En fait, l'économie d'hydrogène, c'est pas nouveau, hein, ça fait des années, des décennies que les personnes en parlent. J'ai envie de te dire que ça a vraiment percé dans les années 60 et 70. En fait, si tu regardes justement les électrolyseurs, le design, il a été fait dans les 70. Et après, en fait, ça a plombé parce que justement, le coût de l'électricité est devenu très cher. Et on a découvert justement tous ces gisements de gaz naturel. Et donc, en fait, ça a fait plomber les prix du gaz naturel. Et donc, en fait, faire de l'hydrogène à partir de l'eau, c'était trop cher. Donc ça, c'est de 1. Alors, récemment, c'est revenu, on va dire, à la mode. Et j'ai l'impression que c'est vraiment parce que l'hydrogène, ça ne contient pas de carbone. Et donc, tout le monde se dit, eh ben voilà, on a la solution, on va utiliser l'hydrogène. Alors moi, je préfère le voir de manière comme ingrédient ou feedstock parce que c'est très dur de stocker l'hydrogène. C'est très, très dur. C'est la molécule la plus petite au monde. Elle a envie de s'envoler partout, de fuite. Les gens on peut, par exemple, des fuites de méthane. Le méthane, c'est gros en comparaison de l'hydrogène. Donc, en fait, tout ce qui va devoir falloir construire pour avoir cette hydrogène économie, ce sont des sommes astronomiques. C'est vraiment énorme d'un point de vue économique. Et justement, l'hydrogène, même si ça ne contient pas de carbone, il y a beaucoup de problèmes associés. Oui, donc c'est-à-dire que de 1, c'est un produit qui a une flammabilité, donc qui peut justement exploser, il peut se mettre en feu et exploser de la même manière que le méthane. De 2, il demande des températures très, très, très basses pour pouvoir être stocké. Donc, on parle de températures négatives, alors que, par exemple, le gaz naturel peut être transporté, on va dire, de manière plus sécurisée que l'hydrogène. Donc, en fait, l'hydrogène, si on le fait de manière verte et on l'utilise tout de suite après, on n'a pas besoin de stocker, on n'a pas besoin de le transporter, on n'a pas besoin de créer toutes ces infrastructures qui vont coûter énormément à faire. Et je pense que à un moment donné, on va avoir des fuites d'hydrogène et peut-être des explosions. Et justement, je pense que le public va se rendre compte qu'il y a du danger associé avec l'hydrogène, de la même manière qu'il y a avec tous ces autres gaz, mais on a quand même moins d'expérience avec l'hydrogène qu'avec le gaz naturel qu'on utilise depuis plus de 100 ans. Non, très bien. Et juste, je rebondis, parce qu'à un moment donné, tu as dit que tu t'avais travaillé sur l'opportunité d'utiliser l'oxygène comme carburant. Mais alors, ça me surprend parce que l'oxygène, on pense d'abord à lui comme un comburant pour catalyser la combustion d'hydrocarbures, justement, mais pas comme un carburant en lui-même. Alors, l'oxygène comme carburant, tu le fais réagir avec quoi pour Et bien avec l'hydrogène, D'accord. tu combines Ah, l'oxygène d'accord, et d'accord, les l'hydrogène deux. pour faire de l'eau. En fait, c'est l'inverse de l'électrolyse. Donc, c'est ce qu'on D'accord, d'accord. appelle fuel cell en anglais. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment la Les piles machine à inverse combustible, de voilà. l'électrolyse. Exactement.
D'accord, d'accord, je comprends. Alors voilà, ça nous amène bien sûr au fait que tu rejoignes Terraform Industries et Terraform Industries qui projette donc de fabriquer du méthane de synthèse grâce au CO2 de l'atmosphère et aussi à un peu d'eau de l'atmosphère et avec de l'électricité verte. Et alors, beaucoup vont dire oui, mais pourquoi pas se contenter de consommer directement l'électricité verte, puisque de toute façon, on va électrifier tout le transport terrestre, on va électrifier tout le chauffage avec les pompes à chaleur, la chaleur industrielle, bon, peut-être qu'on peut se débrouiller avec l'hydrogène, mais parce que voilà, sans basculer complètement dans l'économie d'hydrogène, on peut peut-être quand même utiliser un peu d'hydrogène pour la chaleur industrielle. Voilà, pourquoi? Parce que si c'est pour faire du gaz, pour le rebrûler après dans les centrales, pour faire l'électricité, en fait, il y a beaucoup de déperditions et au final, bon, pourquoi pas en rester juste à l'électricité qu'on va produire avec les énergies renouvelables et peut-être demain la fusion. Pourquoi ce besoin qui a l'air de supposer qu'en fait, on va continuer à avoir besoin des énergies hydrocarbures, pas forcément fossiles justement, mais hydrocarbures pendant encore très longtemps. Pourquoi du coup? Ouais, en fait, je pense qu'il y a deux parties à cette question. La première, c'est un calendrier. Si demain on a tout électrifié, on a découvert la fusion, bah bien sûr, hein, moi je change de boulot, hein, pas de problème. Mais le problème, c'est le calendrier. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir tout électrifié, tout vert, et quand est-ce que la fusion va avoir le jour? C'est un grand pari à se dire que peut-être qu'on va faire ça d'ici les 5 prochaines années. Nous, on a fait un pari différent. C'est-à-dire qu'on se dit que ça va prendre du temps à électrifier tous les domaines. Et il y a même des domaines qui ne peuvent pas être électrifiés. Un exemple concret, par exemple, j'ai été voir la centrale électrique de la ville dont on est ici. Ils utilisent 100 millions de tonnes de gaz naturel tous les jours pour produire de l'électricité. Sans ça, s'il y a une interruption qui dure plus d'une seconde, il y a plus d'électricité à la ville. Les hôpitaux, tout ça, tout ce qui a besoin, c'est coupé. Donc en fait, par exemple, cette centrale électrique, elle ne peut pas utiliser des énergies renouvelables à l'heure actuelle parce que bah, ce sont des énergies qui sont intermittentes. Voilà, on sait très bien hein, les énergies photovoltaïques et les énergies éoliennes, voilà, elles sont coupées à un moment donné. Donc, la première question, c'est une question de calendrier. La deuxième, c'est comment remédier au fait que ces énergies vertes qu'on a accès à l'heure actuelle sont intermittentes. Alors, il y a deux possibilités. Soit on crée des batteries pour le stocker, soit c'est gâché en fait. C'est gâché. On ne peut pas l'utiliser quand on a un surplus d'énergie renouvelable. Et donc, en fait, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est que à l'heure actuelle, en fait, je pense que les gens n'ont pas compris que l'électricité faite avec les énergies solaires majoritairement, c'est, en tout cas ici, c'est très peu cher. C'est moins cher que de chauffer sa maison, que d'utiliser sa voiture. Enfin, c'est vraiment le coût a baissé drastiquement. Et en fait, le coût il est tellement bas que par exemple faire des batteries qui demandent des métaux, qui demandent justement de la recherche et de le développement, et aussi également de raccorder les panneaux solaires, donc justement donc aux centrales électriques, ça demande également énormément d'infrastructures à se mettre en place. On n'a pas ça à l'heure actuelle. Donc, ça va prendre du temps de tout se développer. Et donc nous, on se dit, eh ben, à l'heure actuelle, on a des panneaux solaires à gogo, il faut l'utiliser. Et la manière dont on a pensé, c'est de transformer cette énergie donc solaire en carburant pour pouvoir l'utiliser avec toutes les infrastructures qu'on a actuellement. En fait, ce qu'on essaie de créer à Terraform Industries, c'est juste le tremplin entre les énergies renouvelables et notre mode de fonctionnement actuel pour rétablir le cycle du carbone et nous permettre de gagner du temps et de vraiment stopper les émissions de carbone demain. Je dis vraiment, là, en 2024, on va développer les machines qui vont nous permettre de réaliser ça.
Ah non, c'est ça que je trouve fascinant avec Terraform Industries, c'est qu'il y a beaucoup de beaux projets qui sont énoncés ici et là, mais dès qu'on creuse un peu sur les calendriers, tout de suite on perd un peu espoir. Alors que là, avec Terraform Industries, on est vraiment dans le tout de suite maintenant. On va produire quelque chose en fait dont le monde a besoin, enfin que le monde utilise déjà avec des infrastructures qui sont déjà existantes en place, et en plus on va le faire sans avoir besoin de se raccorder forcément au réseau électrique. Donc, on peut exister un peu en marge du réseau électrique avec ces panneaux solaires et l'électricité qu'on produit. On s'en sert pour fabriquer du méthane de synthèse qu'on peut exporter avec les infrastructures existantes, alors des pipelines, des méthaniers, des camions. Et donc, on peut vraiment se brancher tout de suite aux infrastructures existantes du monde. Il faut juste construire des panneaux solaires et construire les machines. Donc, on va en reparler. Et moi, je rejoins ce que tu dis parce que c'est aussi un peu ma compréhension. Aujourd'hui, en réalité, malheureusement, on est drogué aux énergies fossiles. Et le problème, c'est pas tant que ce soit des hydrocarbures, c'est que ce soit des énergies fossiles qu'on retire du sol et qui finissent dans l'atmosphère. Mais si ces énergies hydrocarbures, en fait, on arrivait à les synthétiser en prenant le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, ça deviendrait neutre et les émissions, elles seraient, les émissions nettes, en fait, elles seraient nulles. Et c'est ça qui peut être extraordinaire. Et donc, oui, on est encore malheureusement drogué aux énergies hydrocarbures. Et c'est pas prêt de s'arrêter, quoi qu'on en dise. Parce que quand on regarde le PIB par habitant en Inde et en Chine, enfin en Inde, on est à 10% du PIB par habitant en Europe. Et en Chine, après 30 ans, 40 ans de développement effréné, ils sont encore qu'à 20% je crois environ, du PIB par habitant européen ou américain. Donc ça veut dire que ce sont des pays qui n'ont pas fini de se développer, en fait. Donc ça va continuer, ils ont besoin de se développer, ils veulent rattraper d'une certaine manière notre niveau de vie, et tout ça repose en partie sur quoi? Sur la mondialisation, c'est-à-dire le shipping, qui va être très dur d'électrifier. Ça repose sur l'aviation, qui va être très dur d'électrifier, et si on bascule dans l'hydrogène, c'est encore peut-être plus compliqué avec les dangers que tu expliquais sur les risques d'inflammation et puis il y a aussi bien sûr l'industrie, donc le ciment, le verre, l'acier, etc. Donc la chaleur industrielle qui est assez dure à électrifier. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, malheureusement, si on est vraiment réaliste, on se dit qu'on ne va pas pouvoir faire autrement que de continuer à utiliser des énergies hydrocarbures pendant encore très, très, très longtemps. Penser qu'on va pouvoir tout électrifier, c'est vrai que ça paraît, de sitôt, ça paraît un peu illusoire. Pour les raisons que tu as évoquées, le stockage, ça paraît le réseau de batterie qu'il faudrait, mais ça paraît impossible. Ça peut peut-être donner un petit sursis de quelques heures s'il y a une panne, mais comment on fait pour l'intersaisonnier donc pour toutes ces raisons, ouais, il me semble qu'on va avoir besoin malheureusement de ces énergies qui pour l'instant sont fossiles, mais si on a un moyen de les remplacer par des hydrocarbures qui sont créés grâce à ce qu'il y a déjà dans le ciel, pour avoir un cycle neutre, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, de se dire qu'en fait, il y a peut-être une techno qui permet de le faire, mais en commençant l'année prochaine, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et tu parlais du fait que le solaire est en train de chuter, le solaire électrique, le solaire photovoltaïque. Donc là, je crois qu'on voit à l'écran une courbe que j'aime beaucoup qui montre en fait l'évolution du coût de production de l'énergie comment dire, électrique pour différentes sources sur 10 ans, 2009-2019. Est-ce que tu vois la courbe, Lucie? Oui, je vois très bien. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, c'est vrai que c'est édifiant parce que là, on parle de ce qu'ils appellent l'énergie LCOE, donc Levelized Cost of Energy. Je le dis pour les auditeurs, hein, c'est un coût de l'énergie qui comprend tout, c'est-à-dire qu'on prend les coûts d'installation au départ, les coûts de maintenance et de gestion pendant toute la durée d'un projet qui peut durer de quelques années, 30 ans pour le solaire, le nucléaire ça peut être un peu plus de temps, etc. Et on divise ça par la quantité d'énergie vraiment qu'on pense pouvoir produire sur toute la durée de l'installation, sachant que pour le solaire, évidemment, on ne va pas en produire la nuit, par exemple. Donc on tient compte de tout ça et on arrive à un coût qu'on peut comparer comme ça pour les sources. Et ce qu'on voit, c'est que le solaire, mais ça a chuté. Mais les gens ont du mal les gens, je pense, ne réalisent pas à quel point le solaire a chuté et continue de chuter. C'est ça qui est dingue. Et toutes les autres courbes, en fait, on n'est pas du tout là-dessus. Les énergies fossiles, bah, on voit bien, c'est le charbon, c'est plat. Le gaz, bon, bah, ça baisse, mais ça n'a rien à voir. Le nucléaire, on voit aussi que c'est compliqué. Ça augmente même. Alors peut-être qu'en France, ça augmente pas autant, m'a dit un ami, mais globalement, c'est compliqué parce que le nucléaire, alors la fusion, c'est encore incertain, et la fission, c'est
ça reste très cher, ça met des années à se construire, on manque de compétences, ça paraît pareil, insoluble à court terme, quoi, si on veut vraiment agir sur le climat. Donc là, cette chute du coût de l'énergie, en fait, elle a des raisons un peu structurelles parce que moi, de ce que j'ai compris, on produit toujours plus de panneaux solaires, donc du coup, il y a des investissements en R&D, il y a des économies d'échelle, il y a de l'innovation, il y a de la compétition, et donc c'est ce qu'il y a derrière la loi de Moore aussi. La loi de Moore, on n'arrête pas de dire qu'elle est finie, mais en fait, elle continue, la loi de Moore. Et là, c'est pareil, cette loi des panneaux solaires, là, depuis qu'elle a amorcé, ça continue. Et en fait, il y a toutes les raisons de penser, par défaut, que ça va continuer encore pendant un certain nombre d'années. Et il suffit juste que ça continue quelques années de plus pour arriver vraiment à un coût de l'énergie solaire qui va être tellement bas qu'avec vous, c'est ce que vous expliquez, qu'avec Terraform Industries, vous allez pouvoir faire du gaz de synthèse neutre en carbone qui va être meilleur marché dans certains cas et bientôt presque partout, meilleur marché que le gaz fossile, qui est celui qui vraiment c'est ça qui est extraordinaire. Alors justement, on va entrer vraiment dans ce que vous faites. Et est-ce que du coup tu peux nous dire quand est-ce que Terraform Industries a été créé? Toi, tu as rejoint en fin d'année dernière et comment dire par qui? Donc c'est Casey Henmer, le fondateur, et son background, un peu son parcours. Qu'est-ce qui l'a amené lui à créer ça? Et après on parlera de la techno en elle-même. Oui, alors tu as bien résumé pas mal de choses. Donc, pour en revenir au début de Terraform Industries, donc Casey Henmer, c'est le PDG et il a fondé Terraform Industries en 2021. Avant ça, donc Casey, il a eu un doctorat de physique à Caltech. Ensuite, il a rejoint Hyperloop, qui est une compagnie qui a été faite par Elon Musk, où il était un ingénieur. Et ensuite, il a rejoint JPL, donc, qui est le Jet Propulsion Laboratory, qui est relié à la NASA, où il était également un architecte ingénieur. Et il a créé Terraform justement parce qu'il a compris qu'il y avait un problème d'un point de vue énergétique où, même si les gens ne veulent pas l'entendre, on continue à utiliser des hydrocarbures pour notre vie de tous les jours, même si, en tant que citoyen, on peut faire tout ce qu'on veut pour ne pas utiliser les énergies fossiles, on les utilise. Et il y a d'autres pays qui sont en train de se développer, comme tu le mentionnes, comme tu le disais, qui ont besoin de ces énergies fossiles pour pouvoir se développer et établir le même mode de vie qu'on a à l'heure actuelle en Nord-Amérique et en Europe. Donc, Casey, il a bien compris qu'il y avait un pari à faire, que l'énergie solaire allait continuer à diminuer au point où elle sera tellement peu chère qu'elle sera rentable de faire des hydrocarbures de synthèse et de justement rétablir le cycle du carbone, donc d'arrêter de le pomper dans le sol pour nous donner justement ce temps à la recherche et le développement dans tous les autres domaines des énergies renouvelables ou des carburants alternatifs de se développer. Donc, je parle justement du cycle de l'azote, d'autres carburants dont on n'a pas encore peut-être découvert, et aussi tout ce qui est électrification de ces domaines qui sont durs à électrifier pour pouvoir se faire. Et donc, en fait, Terraform, c'est juste le tremplin entre hier et demain, mais ça se passe aujourd'hui. Et donc, ce qu'on fait à Terraform, c'est vraiment, on essaie de construire une machine qui va prendre le dioxyde de carbone, qui est à l'heure actuelle dans l'atmosphère et qui est une des raisons principales du réchauffement climatique, couplé à l'eau, qui va être découplé en oxygène et en hydrogène. Et en fait, on couple le dioxyde de carbone à l'hydrogène pour faire du gaz de synthèse, c'est-à-dire du méthane. Donc là, tu le vois ici, ça, c'est notre machine. Donc, on a un électrolyseur. Donc, on prend de l'eau et c'est ce qui nous permet de faire de l'hydrogène. C'est 80% de l'électricité qu'on utilise, c'est pour faire ça. C'est pour faire de l'hydrogène. À côté de ça, on a ce qu'on appelle une capture directe du dioxyde de carbone, donc à partir de l'atmosphère. Et ensuite, on a un réacteur, donc qui en fait prend l'hydrogène et le dioxyde de carbone pour faire du gaz naturel. Et le tout, c'est une machine assez compacte, c'est
aussi gros qu'un camion. Ça peut être mis n'importe où à l'heure actuelle où il y a de l'énergie solaire. On branche la machine, on la met en route, on va dire sur une période de 6 heures, là où on a un peu de l'énergie solaire durant la journée. En Californie, on a un peu du soleil tout le temps, donc ça nous aide. Et donc, ça nous permet sur une moyenne de 6 heures par jour, de justement utiliser l'énergie solaire et de la transformer en carburant de synthèse. Ouais, alors donc ce qu'on voit à l'écran là, c'est votre premier produit, hein, celui qui entre en production l'année prochaine pour vos premiers clients. C'est bien ça. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce dont cette machine a besoin, c'est d'électricité. Donc ça doit être couplé à un champ de panneaux solaires. Alors 1 mégawatt, pour se donner une idée, avec peut-être les technologies les plus en pointe dans l'installation des panneaux, il faut imaginer un champ de panneaux d'à peu près 1 hectare, donc à peu près 100 mètres sur 100 mètres. J'avais fait le calcul. Donc, pour l'empreinte au sol, on a quelque chose qui fait 100 mètres sur 100 mètres avec des panneaux solaires. Et ça, là, je crois que c'est en feet, hein, donc 800 feet carrés, donc ça fait à peu près 75 mètres carrés, si c'est une fois étalé comme ça au sol. Et donc, on a besoin de cette électricité solaire et photovoltaïque, et on a besoin par ailleurs juste de l'air de l'atmosphère. C'est ça qu'il faut bien comprendre, l'air de l'atmosphère. Et on va prélever dans l'air du CO2, mais aussi de l'eau. Parce que là, on voit de l'eau, et certains pourraient dire, ah, mais vous allez installer ça dans les zones arides et semi-arides, donc s'il faut en plus acheminer de l'eau, on va pas s'en sortir. Non, moi, ce que j'ai compris, et tu me confirmeras, c'est que non, même dans les zones arides et semi-arides, il y a toujours un petit peu d'humidité dans l'air. C'est juste qu'on n'arrive pas à la saisir. Mais là, avec la machine, on va aller prendre un petit peu d'eau dans l'atmosphère, le CO2 de l'atmosphère, et on va les retraiter, les combiner pour produire au final du méthane, donc le CH4. Donc l'eau, on va l'électrolyser, comme tu disais, en hydrogène et d'oxygène. Et ah oui, le réacteur à la fin, c'est en fait, ouais, ce que je lisais aussi dans votre white paper, c'est que ça se fait avec ce qu'on appelle la réaction de Sabatier. C'est quelque chose, alors ça doit être un chimiste français, que ça a été mis au point en 1897. C'est ce que aussi j'aimerais que tu puisses expliquer aux gens, c'est que là, cette machine, elle utilise des procédés, mais qui sont déjà rodés, très anciens. C'est juste qu'on les intègre, on les package de façon très maligne ensemble, mais en fait, on est vraiment sur des techniques très très simples, très rodées. Les brevets sont déposés depuis longtemps. On n'est pas en train de réinventer la roue. On n'est pas sur une percée scientifique incroyable. C'est juste de l'intégration très maligne en cherchant à utiliser peut-être les matériaux les plus simples. Et ça va rejoindre peut-être ce que tu pourras développer, mais c'est qu'il y a vraiment une approche intéressante qui consiste à dire non, nous on ne cherche pas à transformer l'électricité le plus efficacement possible nécessairement en méthane, parce que ça voudrait dire qu'il faut des machines chères, très efficaces. Non, nous on veut les machines les moins chères possibles pour avoir les capex, donc les coûts de capital au départ d'installation les plus faibles possibles, parce qu'on anticipe que le coût du solaire va continuer à baisser. Donc, c'est pas grave si on ne transforme pas de la façon la plus efficace qui soit cette électricité en méthane. Tout ce qui compte, c'est que la machine soit très simple, avec des matériaux simples et pas chers, donc et fiables dans le temps. Donc, est-ce que tu peux confirmer peut-être un peu tout ça et détailler pour que les gens comprennent? Oui, avec plaisir. Donc, je reviens déjà sur le premier point qui est l'eau. C'est vrai qu'on ne veut pas consommer d'eau. Alors, je suis complètement d'accord. Donc, en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc de capturer l'eau en même temps qu'on capture le dioxyde de carbone. Mais pour tous les chimistes et les scientifiques qui nous écoutent, en fait, la réaction de Sabatier, si on la balance, ce sont 4 molécules d'hydrogène pour une molécule de dioxyde de carbone. Ça nous donne une molécule de méthane et 2 molécules d'eau. Cette réaction de Sabatier, elle forme non seulement du gaz naturel, mais de l'eau. Et donc, en fait, l'eau qui est formée, il est pure. C'est vraiment une eau qui est pure. On peut presque la boire carrément, parce qu'en fait, elle vient que de 2 produits, l'hydrogène et le dioxyde de carbone. Et donc, en fait, cette eau, elle va justement être réutilisée dans l'électrolyseur. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire de l'eau. En fait, à la fin, on produit de l'eau. Donc, en fait, on peut aussi irriguer autour. Donc, en fait, vous prélevez un peu d'eau dans l'atmosphère, mais en fait, après, il y en a même en excès par rapport à vos processus, sous forme liquide, qui peuvent même être utilisés pour l'irrigation, pour ce qu'on veut. Exactement. Donc, 2 molécules d'eau sont produites pour chaque molécule de méthane. Donc ça, c'est de 1. De 2, on a besoin de 1 mégawatt.
Donc, comme tu le disais, la superficie que ça représente au niveau des panneaux solaires, pour la même superficie. Ce que j'aime bien dire à l'heure actuelle, c'est que si on a un champ de maïs, la même superficie que ces panneaux solaires, et qu'on transforme justement ça en carburant bio, hein, donc c'est ce qu'on essaie de faire à l'heure actuelle avec tous les champs de maïs, c'est 1000 fois moins efficace que les panneaux solaires en termes de conversion d'énergie qui est demandée pour la même superficie. C'est-à-dire que si on avait 1000 fois la superficie de ce champ de maïs en panneaux solaires, on serait 1000 fois plus efficace à faire du gaz de synthèse qu'en utilisant du maïs. Donc, c'est vraiment l'exemple parfait pour montrer comment cette technologie, elle peut être efficace. Alors, le troisième point, c'est donc notre machine, justement, elle ne va pas être efficace parce qu'on essaie de la faire très vite et on essaie de la faire avec des matériaux qu'on peut utiliser, voilà, qu'on peut trouver demain hein, dans toutes les industries. Et toi et moi, on peut la mettre ensemble et la faire fonctionner. Il y a une raison très importante derrière cette conception d'avoir une machine qui n'est pas efficace, c'est que la seule matière dont on a besoin, c'est le dioxyde de carbone. Si on ne capture pas le dioxyde de carbone à chaque fois qu'on la passe dans la machine, c'est pas grave. On rejette de l'atmosphère qui a peut-être que 50% moins de dioxyde de carbone qu'en amont. Mais comme le produit à la base, c'est un produit déchet, en fait, il n'a pas de coût. Donc, on fait une machine qui n'est pas efficace, qui n'est pas chère, qu'on peut lancer l'année prochaine. Et comme elle n'est pas chère, combinée avec le prix pas cher des panneaux solaires, eh bien, on peut faire du carburant de synthèse qui est compétitif. En fait, il y a pas mal de gens à l'heure actuelle qui essaient de faire ce type de machine, qui essaient de capturer les émissions de carbone, etc. Le problème, c'est qu'ils font des machines super efficaces que personne ne peut payer, à part le gouvernement ou avoir des subventions. Mais comment est-ce qu'on peut déployer ce type de machine à l'échelle mondiale? Enfin, moi, en tout cas, je ne le vois pas. Donc, notre idée, c'est on fait une machine qui n'est pas efficace, qui n'est pas chère. Demain, tout le monde peut l'acheter. L'Europe peut l'acheter et peut faire du gaz de synthèse l'année prochaine. Je pense qu'elle sera contente. Et ça nous permet d'avoir donc justement un revenu. Voilà, on commence à avoir du revenu en vendant ces machines, en vendant le méthane qu'elles produisent, etc. Et on peut justement utiliser ce revenu pour développer et faire des machines qui vont être plus efficaces, qui vont durer plus longtemps, qui vont, voilà, la machine 2.0, 3.0, etc. Ça nous donne du temps justement de faire de la recherche et du développement. Mais si on passe les 15 prochaines années à développer la machine parfaite, de un, les émissions de carbone, elles sont toujours là et on utilise toujours les énergies fossiles en attendant. Et de deux, on n'a pas de revenus. Donc, comment est-ce que les investisseurs ou les gens vont nous donner de l'argent pour faire ce type de machine? Non, à l'heure actuelle, on a un investissement de base et on essaie de lancer ces machines de telle sorte qu'on a du revenu et qu'on peut voilà, être une entreprise qui fonctionne en elle-même et qui développe ces machines plus efficaces à long terme. D'accord. Et du coup, là, vous avez déjà des clients, c'est ça, qui vont vous acheter vos machines dès l'année prochaine? Oui, on a pas mal on va dire, de compromis, c'est-à-dire si vous arrivez à faire cette machine, on vous l'achètera. Donc c'est pas vraiment, c'est pas un contrat de vente à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, d'industries, etc., diverses qui sont vraiment intéressées pour déployer ce type de machine. C'est vrai. Ah, donc dès l'année prochaine, la production commence. Et après, je crois qu'aussi, ce qui est très important pour Casey, quand je disais le white paper, c'est que il pense à la machine, mais aussi à la machine qui construit la machine. C'est-à-dire, il a en tête de construire des usines qui vont permettre très efficacement de produire ces machines. Parce que l'idée, là, c'est vraiment de... Parce que c'est vrai que là, quand tu l'expliques, on se dit, mais si je peux faire du méthane, la demande de méthane dans le monde, elle est gigantesque. Si je peux faire du méthane qui est en fait moins cher que les prix du marché et qui en plus dépollue l'atmosphère, non mais ça veut dire, enfin, ou qui est neutre, en tout cas qui a des émissions nettes nulles, la demande elle va être incroyable. Donc en fait derrière, on est là pour être dans l'impact.
Ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que ça scale, et donc il faut tout de suite aussi imaginer comment comment fabriquer les machines qui vont faire les machines. Donc il y a toute une réflexion aussi autour de ça. Donc c'est vrai que Casey, il a l'air de vraiment aussi. C'est ce que j'ai apprécié aussi chez lui. Moi, quand j'ai découvert le projet, c'est que il y a beaucoup de porteurs de projets, d'entrepreneurs qui ont plein de bonnes idées, mais c'est rarissime d'avoir quelqu'un qui détaille autant ce qu'il veut faire. Il a vraiment fait l'effort je partagerai ça en lien, mais d'écrire des white papers avec l'équipe, vraiment très long, où il explique tout ce qu'il veut faire. Je veux dire, même Elon Musk, avec son master plan chez Tesla, il n'était pas entré dans autant de détails. C'est très rare. Je pense qu'il en dit beaucoup plus dans son white paper que plein d'entrepreneurs dans leurs slides en privé avec des investisseurs. Et moi, je l'avais même découvert avant ça, parce qu'il écrit sur l'espace. Je suis passionné par l'espace. Et il a écrit des articles sur l'exploration spatiale, mais passionnant. Il a une approche vraiment contre-intuitive sur plein de sujets, mais en raisonnant from first principles, un peu comme Elon Musk d'ailleurs, à certains égards, de ce point de vue-là. C'est rafraîchissant, c'est ça qui m'a interpellé. Puis après, j'avais découvert le projet, et je dis, mais c'est... Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que je pense qu'il y a un lien, parce que là, je fais une petite digression sur l'exploration spatiale, mais par exemple, on se demande toujours, mais à quoi ça sert tout cet argent investi pour aller dans l'espace, donc la conquête spatiale, etc., aller sur Mars, pourquoi faire, etc. Mais on s'aperçoit que quand des ingénieurs se posent des questions très compliquées sur comment aller à tel endroit, comment survivre ici ou là, comment survivre sur Mars, comment, comment par exemple produire du carburant et du comburant pour sa fusée quand on est sur Mars et qu'on veut rentrer sur Terre. Comment fait-on? La fusée Starship de SpaceX, elle fonctionne au méthane et à l'oxygène. Donc, c'est pas anecdotique. Pourquoi il a fait ce choix? Il aurait pu choisir... Normalement, c'est l'hydrogène, l'oxygène, ce qui est le plus efficace, ce qui dégage le plus d'énergie. Mais il n'a pas fait ce choix-là. Il a choisi le méthane. Pourquoi? Parce que sur Mars, on peut faire du méthane. Parce que sur Mars, ils ont beaucoup de CO2, beaucoup plus que chez nous. Et il y a du CO2, il y a un peu de glace, il y a un peu d'eau dans le sol. Donc, boum, on récolte l'eau, on l'électrolyse, on a de l'oxygène. Avec l'hydrogène, on le combine avec le CO2. Enfin, c'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes démarches. Et donc, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que toutes ces réflexions qui peuvent paraître un peu stratosphériques, lointaines, de comment on peut survivre ailleurs que sur Terre, ça a conduit assez directement. Je pense qu'Casey, il a suivi ce cheminement. Je veux dire, il travaille à la NASA. Forcément qu'il a dû penser ça aussi. Il s'est dit, mais attends, mais on est en train de se poser plein de questions sur comment faire du méthane sur Mars. Mais en fait, les mêmes techniques, on peut les appliquer sur Terre. Et sur Terre, il y a un besoin de méthane, et la Terre a trop de CO2. Mais donc l'affiliation, elle est directe. Et c'est ça, moi, que je trouve fascinant, c'est que pendant longtemps, on a pensé que tout ça, c'était impossible, on n'y arriverait jamais. D'ailleurs, les fusées, il n'y a que les gouvernements qui peuvent les financer, qui peuvent les payer, qui peuvent les concevoir. On ne pourra jamais poser une fusée. Elon Musk, il est arrivé, il a tout révolutionné. On a vu qu'un acteur privé, il pouvait faire mieux que les nations. Mieux que les nations. Et il en a inspiré plus d'un dans plein de domaines. Dans la fusion, il y a des startups très prometteuses. Alors évidemment, c'est encore trop tôt peut-être pour se prononcer, mais c'est très prometteur. Donc plein de gens se sont dit, mais attendez, mais en fait, on a pris tout ça pour acquis. Mais en réalité, non. On peut révolutionner plein de pans de la techno qui ont été abandonnés pendant de très très longues années. Et là, un exemple typique, c'était évident en fait quand tu l'expliques, mais ça paraît évident. On a des machines simples, c'est des technos qui sont rodés, on les assemble. Et oui, on voit par contre effectivement la nouveauté, c'est le coût du solaire qui chute, le coût du solaire photovoltaïque. Et quand tu combines les deux, tu as quelque chose qui est révolutionnaire. Et moi, je me dis, mais à chaque fois, c'est pareil. On a Bill Gates, il a vu la loi de Moore, il a dit, en fait, on va tous avoir un PC. Quand IBM disait, non, mais il y aura de la place dans le monde que pour 5 ordinateurs. Bon, ça fait bien rigoler maintenant. Donc, voilà, Bill Gates, il a fait Microsoft. Musk, il a vu que le coût des batteries, pareil, il a dit, au bout d'un moment, les batteries, elles vont tellement être pas chères qu'en fait, on va pouvoir faire des voitures électriques. Et voilà, il a fait Tesla. Et là, je pense que j'ai l'impression qu'on a un peu le troisième paradigme. C'est le solaire qui chute. Et qu'est-ce qu'on fait avec... D'ailleurs, Casey, il le dit, il met au défi les gens. Il dit, s'il y a une meilleure façon de faire une entreprise grâce à du solaire pas cher, dites-le moi. Dites-le-moi. On dit Casey, il a réfléchi, il a dit, s'il y a une meilleure façon de surfer sur le solaire pas cher, dites-le moi.
Il est preneur, hein, il est agnostique. Lui, c'est juste qu'il a vu cette courbe qui chute, il dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, le méthane qu'on pensait aussi faire sur Mars pour que la fusée elle puisse retourner sur Terre, en fait, on va aussi le faire sur Terre directement avec toutes ces méthodes grâce au CO2 de l'atmosphère. C'est brillant. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir que ça va donner. Et je pense que ça va devenir une évidence. Les gens ne l'ont pas encore compris, mais ça va. Alors, une des objections quand même, c'est oui, mais vous faites du méthane et d'accord, c'est très bien tout ça, mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'en fait, le méthane, en fait, ça fuit à tous les niveaux. Quand vous le produisez, quand vous le faites circuler, quand vous le consommez, il y a toujours des fuites. Et le méthane, le problème, c'est que il suffit qu'il y ait même, imaginons qu'on scale votre système à très très grande échelle. S'il y a ne serait-ce qu'un % de fuite de méthane, sur les volumes que ça fait, vu malheureusement l'effet de serre qu'a le méthane, alors certes c'est pas sur 100 ans, c'est sur 20 ans, mais l'effet de serre qu'a le méthane sur 20 ans, ça peut compromettre tout ce que vous dites en fait malheureusement. Donc comment on répond à cette objection des fuites de méthane? Exactement. Alors, j'ai trois petites réponses là-dessus sur les émissions de méthane, justement parce que j'y pense depuis pas mal de temps. Et encore une fois, mon parcours montre que j'étais vraiment contre les énergies hydrocarbures, hein, fossiles, de synthèse, etc., au début de ma carrière. Et maintenant, j'ai vraiment eu pas une reconversion, mais j'essaie de concilier à la fois les énergies donc alternatives au carbone et des énergies hydrocarbures. Donc, les émissions de méthane, à l'heure actuelle, elles viennent majoritairement des puits où on extrait donc le méthane. Donc, quand on extrait, la majorité des fuites viennent de là. Ensuite, elles sont un peu partout. Elles sont dans les pipelines, elles sont dans les valves, elles sont dans le transport, etc. Mais la majorité, elles sont, quand on regarde les images satellites, elles sont localisées sur les gisements parce que justement, on l'extrait et cette extraction, elle n'est pas, on va dire, elle est prône aux fuites. Donc, nous, avec notre machine, on ne va pas faire de fuite parce qu'on n'extrait pas du sol. Donc, de 1. De 2, quand on va analyser, grâce à notre capture directe du dioxyde de carbone, beaucoup d'air. On parle de millions de quantités d'air qui va être analysé chaque jour. Et donc, en fait, on a un projet donc, sur le côté, pas forcément pour l'année prochaine, mais en tout cas à long terme, moi, c'est quelque chose où je pense que dès qu'on aura un peu plus de personnes, où je vais vraiment mettre des gens là-dessus, on va développer un catalyseur qui va nous permettre, donc à la fois quand on prend l'air, donc qui contient tout, hein. L'air, elle contient l'oxygène, l'azote, le dioxyde de carbone et le méthane. Mais justement, on va développer un catalyseur qui va nous permettre d'être sélectif pour le méthane et donc justement de le catalyser. Donc, soit par exemple en dioxyde de carbone, parce qu'on sait que le méthane est beaucoup plus potent que le dioxyde de carbone. Donc, on peut juste l'oxyder et le relâcher en dioxyde de carbone qu'on peut ensuite régénérer. Donc, en fait, on va vraiment construire un parallèle qui va nous permettre donc justement de purifier l'air des émissions de méthane. Donc ça, c'est on va dire à la fin. Mais au début, il faut vraiment qu'on ait des politiques et des législations qui mettent fin aux fuites de méthane. Où vraiment on punit tous les endroits où il y a des fuites. Donc, on a vraiment besoin de la législation là-dessus. Et ce qui va vachement aider, et ce qui aide à l'heure actuelle, c'est des images, donc des satellites qui sont vraiment qui sont spécialisés pour reconnaître les fuites de méthane. Parce qu'en fait, il y a, je sais pas, des dizaines d'années, on n'avait pas accès à ce type d'informations. On ne savait pas vraiment que le méthane était en train de fuir à vitesse grand V. Maintenant, on a accès de plus en plus à des satellites à haute résolution qui vont pouvoir nous aider à voir où sont ces fuites et justement pouvoir les réparer. On ne peut pas les réparer si on ne les voit pas. Et donc justement, il y a une organisation à but non lucratif que je suis beaucoup, EDF, qui Environmental Defense Fund, qui a lancé, je crois l'année dernière, justement un satellite à haute résolution pour les fuites de méthane, dont l'accès à toutes les données satellites sont gratuites et disponibles à n'importe qui. Donc justement,
une équipe, enfin une entreprise comme nous, peut avoir accès à ces images en se disant, par exemple, voilà, on a mis notre machine, on veut voir si vraiment il n'y a pas de fuite. On branche la machine justement au pipeline et on veut voir qu'il n'y a pas de fuite. On aura accès à ces informations-là. Et bien sûr, s'il y a des fuites, on fera en sorte qu'il n'y en ait pas. Parce que faut savoir que les fuites, ça cause de problèmes. Le problème, bien sûr, les émissions de carbone, qui contribuent au réchauffement climatique, mais c'est aussi une perte économique. Parce que s'il y a des fuites de méthane, c'est du méthane en moins qu'on vend. Donc, il y a vraiment deux avantages à contrôler ces fuites, la raison écologique et la raison économique. Ouais, non, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après, parce que le coût de détection des fuites, déjà, enfin, ce que tu dis, c'est qu'on va pouvoir détecter les fuites bien mieux qu'avant, bien plus rapidement Exactement. qu'avant, grâce aux satellites, avec peut-être un peu l'IA qui arrive à cibler un peu, et pour bien moins cher qu'avant. Donc, vu que une fuite de méthane, c'est une perte d'argent, ils vont même avoir une incitation naturelle, les opérateurs, derrière, savoir où il y a des fuites et les réparer. Voilà, donc et surtout comme tu dis, en fait, l'essentiel est quand même très localisé, quoi. Donc, une fois que tu as compris qu'il y avait une fuite là, tu la répares et tu peux faire chuter assez drastiquement derrière quand même les fuites. Donc, non, mais ça semble. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, du méthane va être extrait et consommé pour encore très longtemps, très longtemps. Donc en fait, là, l'idée c'est juste se dire non mais nous on va remplacer une partie de ce méthane parce que on va le produire pour moins cher. Donc de toute façon, les émissions elles vont continuer à avoir lieu. La question c'est est-ce qu'on veut qu'elles continuent à avoir lieu et qu'en plus, quand il est brûlé ce méthane, ça fait du CO2 et qu'en fait, il avait été pris dans la terre au départ, le méthane, et donc on rajoute du CO2 dans l'atmosphère. Ou est-ce qu'on veut que le méthane qui est utilisé, il a été fait avec du CO2 qui était déjà dans l'atmosphère? C'est ça, en fait, le choix. Donc, en fait, il peut peut-être avoir encore des petites fuites résiduelles, mais de toute façon, elles auraient eu lieu. Mais au moins, une fois que par ailleurs, il y a tellement de CO2 qui est prélevé pour produire le méthane que le progrès, il est quand même là. C'est quand même un gros progrès par rapport à l'existant, un progrès énorme. Donc c'est ça qui est encourageant, je trouve. Oui, ce que je voulais te demander aussi, c'est que donc là, pour que ça puisse scaler, en fait, on s'aperçoit que votre machine, elle est assez simple. Le facteur limitant, très vite, ça va être, même admettons que le solaire devienne vraiment pas cher pour que ça soit rentable quasiment même partout, même en Europe peut-être. Bon, de toute façon, vu les prix du gaz avec ce qui se passe en ce moment, ça le serait déjà aujourd'hui. Mais bon, admettons que le prix du solaire soit assez bas en soi, mais le facteur limitant, j'ai l'impression que ça va être la capacité derrière à construire le parc, à le faire vraiment. Parce que moi, dans un article que j'ai partagé aussi, j'explique que là, le parc total installé solaire, il double à intervalles de temps réguliers. Donc, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Et même ce temps de doublement, il s'est réduit ces derniers temps. C'est-à-dire qu'au début, c'était 4 ans par doublement. Après, c'est devenu 3 ans. Maintenant, c'est 2 ans. Et là, le dernier doublement, en fait, c'est moins de 2 ans. Donc là, moi, ce que je dis juste, c'est bon, si ça continue à doubler, admettons même que ça prenne quand même 2 ans, pas moins de 2 ans. Si ça double tous les 2 ans, le parc suffisant pour derrière produire assez de méthane pour en fait même admettons que toutes nos émissions issues des énergies fossiles en fait ça soit fait avec du méthane. Bon, il faudrait avant 2040 on pourrait y être si ça double, si le parc solaire double tous les 2 ans et si on utilise la techno de Terraform Industries. Mais une question c'est est-ce que tu vois un peu comme la loi de Moore? La loi de Moore, ça a continué, mais est-ce que là, parce que bon, la loi de Moore aussi, c'est la miniaturisation. Donc, le solaire, un panneau solaire va toujours plus ou moins, même si son poids va baisser, parce qu'on peut faire des panneaux solaires sans verre, etc. Au bout d'un moment, il y a quand même une surface, tu vois, il y a quand même une empreinte matérielle, je veux dire, irréductible. Et donc, est-ce que on pense que, parce que quand je fais le calcul, moi, je regarde, oui, il y a la matière, il y a assez de calcaire et de quartz, tout ça pour faire de la silice, il y a tout ce qu'on veut, il y a assez de métaux, il y a assez, mais c'est le temps que les êtres humains dont ils vont avoir besoin pour mettre en musique tous ces ingrédients et s'assurer d'un doublement du parc chaque année, parce que les derniers doublements, c'est quand même assez costaud pour tout ce qui est acier. Enfin non, on peut faire des panneaux solaires sans acier maintenant, c'est assez extraordinaire, même le sol. Mais il y a un peu de cuivre quand même, il y a le silicone. Donc les derniers doublements, il faut imaginer l'appareil industriel qui... donc
peut-être que ça. Est-ce que tu penses que ça peut tenir ce doublement tous les 2 ans ou comment tu vois ça évoluer? Parce que ça va être votre facteur limitant en fait. Ouais, je pense que non seulement ça va continuer à doubler de manière exponentielle, et là tu le disais, donc c'est que c'était tous les 4 ans, maintenant tous les 3 ans, tous les 2 ans, et nous on est en train de parier avec Terraform, on pense que ça va atteindre 18 mois, donc 1 an et demi. Et la raison en fait, la seule raison pour laquelle ça pourrait ne pas on pourrait on va dire diminuer dans nos efforts de doublement, c'est si on a saturé le marché. La Oui, seule ça c'est manière une pour bonne, laquelle on a saturé le marché, c'est une bonne ben, raison c'est ça. tout. S'il y a des personnes pour acheter les panneaux solaires, bah, il n'y a pas de raison pour laquelle la production devrait s'arrêter. Au Ouais, mais contraire. ce que les gens vont dire, c'est que ouais, mais au bout d'un moment, il faut ouvrir une nouvelle mine, ouvrir une mine de cuivre, ça met 10 ans, ouvrir, tu vois, ouvrir des carrières de, tu vois, c'est donc il y a un temps incompressible pour lancer des mines, tout ça. Donc là, tant qu'il y a, tu vois, l'exponentiel, c'est qu'au bout d'un moment, les doublements, c'est, t'imagines, ça veut dire qu'il faut que ton appareil de production il double en 18 mois. Faire doubler la production de cuivre en 18 mois, c'est quand même ultra violent, tu vois. Alors, si les gens l'anticipent, le truc, c'est que si les gens anticipent, parce que c'est aussi ça qu'il faut voir avec la loi de Moore, c'est que c'est autoréalisateur. Les gens, ils savent que c'est un peu la direction. Du coup, ils investissent en amont parce qu'ils savent que ça va porter ses fruits. Donc, c'est vrai que si tout le monde prend conscience de ça maintenant et qu'on investit aujourd'hui pour ouvrir les mines de cuivre à temps pour permettre le doublement, les derniers doublements dans 10 ans, là, oui, mais la question c'est ça, c'est ce que parce que si on s'y prend assez à l'avance, ouais, il y a assez de cuivre techniquement dans la croûte terrestre, ok, pas de problème, mais c'est ça qui est moi, mais bon, la vérité c'est que même si ça met pas, même si ça double pas tous les 2 ans, mais que ça ralentit un peu, je, moi, ce que je voyais, c'est que pour 2050, on est bon. Normalement, en 2050, on a un parc solaire dans le monde tellement grand qui peut derrière faire tellement d'hydrocarbures de synthèse qu'on est en position de pouvoir en fait remplacer tous les hydrocarbures. Et ah oui, c'était ma question d'après, c'est que parce que le gaz, ce qu'il faut bien comprendre, les gens vont dire oui, mais le gaz c'est bien, mais pour le shipping en fait c'est plutôt c'est pas exactement du gaz qu'on utilise. Pour l'avion c'est le kérosène, c'est pas exactement pareil. Donc en fait, mais en fait à partir du gaz, en réalité, on peut faire du kérosène, on peut faire quasiment tous les autres fuels à base d'hydrocarbures, moyennant quelques petites transformations. Mais en fait, encore une fois, quand arriver à un tri du solaire, ça devient en fait plus rentable de faire du kérosène comme ça qu'autrement. Et donc, ouais, la question, c'est ouais, est-ce que tu peux expliquer quels vont être les types de fuel? Alors, je crois que tu avais parlé du méthanol aussi, qui vont être possibles de faire à un prix compétitif dans l'ordre. Et à quelle échéance, par exemple, tu vois, on peut, si on arrive vraiment, enfin, pour quel prix de l'énergie solaire photovoltaïque, LCOI, est-ce que c'est 1 centime le kilowattheure? À partir de quel prix, en fait, on pense pour être compétitif sur le kérosène, sur le fuel pour le shipping, sur le méthanol, et à quelle échéance peut-être dans le développement, dans combien d'années, pour se donner une idée peut-être Oui, alors c'est une très bonne question. Je reviens juste sur un tout petit point sur les panneaux solaires. Il faut aussi également pas sous-estimer la recherche et le développement dans le recyclage des panneaux solaires. On le voit avec les batteries aussi, c'est un gros problème des batteries au lithium, c'est le recyclage. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, d'un point de vue des batteries et d'un point de vue des panneaux solaires, sur comment réutiliser les matériaux. Il faut savoir qu'il y a 2 matériaux à l'heure actuelle qu'on peut recycler, c'est-à-dire dans leur forme originale, les métaux et le verre. Donc, par exemple, pour le cuivre, si on arrive à recycler, réutiliser le cuivre qui est contenu dans les panneaux solaires, je pense que également on peut continuer à maintenir cette croissance exponentielle dont tu parlais avant. Voilà, donc je clôture sur les panneaux solaires maintenant. Donc, le méthane, c'est un ingrédient, un feedstock. À partir de ça, dès qu'on a du méthane synthétique qui est moins cher que le méthane qu'on a extrait du sol, on peut faire n'importe quoi. Après, par exemple, pour faire du kérosène, le kérosène, ce sont que des hydrocarbures qui ont des longues chaînes carbonées. Donc en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est du Fischer Tropsch, donc c'est-à-dire de la synthèse à partir du monoxyde de carbone, pardon, et de l'hydrogène. Et donc à partir du moment où en fait, pardon, je vais réexpliquer. Si on peut faire de l'hydrogène pas cher, parce qu'en fait, si on peut faire de l'hydrogène pas cher, on peut faire du méthane pas cher. Si on peut faire de l'hydrogène pas cher, on peut faire n'importe quoi pas cher. C'est-à-dire qu'on peut prendre Fischer Tropsch, donc c'est-à-dire on prend le dioxyde de carbone de l'air,
On le réduit en monoxyde de carbone. On peut faire ça déjà à l'heure actuelle de manière industrielle. On coupe à l'hydrogène, boum, on a du kérosène. Donc, en fait, j'ai envie de te dire que dès, dès que Terraform a réussi à faire du gaz de synthèse moins cher que du gaz fossile, tout découle de ça. Tout découle de ça. Le méthanol, le kérosène, du plastique, tout ce qui contient du carbone peut être fait à partir de vraiment ces ingrédients premiers, donc le gaz naturel, enfin le méthane, l'hydrogène et le dioxyde de carbone. Donc c'est une réponse courte, mais c'est une réponse honnête, c'est-à-dire que faut juste battre le prix de l'hydrogène. Et à partir de ça, tout en découle. Non, bah, ok, très bien. Et comment dire? Ouais, alors, parce que moi, par ailleurs, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, bon, on pollue, mais grâce à la capture du carbone et son stockage, on va s'en sortir. Mais parce qu'il y a quand même des startups qui travaillent là-dessus avec des approches très originales, etc. Mais c'est vrai que le problème, c'est que aujourd'hui, on est peut-être autour de 600 $ la tonne de CO2 capturée et séquestrée. Pour les approches les plus fiables, c'est-à-dire où on est sûr que ça va être séquestré pour des millions d'années, et, voilà, et que ça ne serait pas fait autrement que comme ça. Donc, ils espèrent faire tomber ça à moins de 100 $, mais même à moins de 100 $, au final, c'est pas quelque chose que on a besoin en soi. Ça ne peut, c'est pas comme le méthane qui est en fait un ingrédient dont on a besoin dans l'économie pour se chauffer, pour la chaleur industrielle, pour faire de l'électricité quand il n'y a pas de soleil, etc. Le problème de ça, c'est l'intérêt de faire quelque chose dont le monde a besoin aujourd'hui. Le problème de la capture du carbone et de son stockage, c'est qu'en fait, ça peut que être imposé d'en haut, ça peut être qu'une espèce de taxe en fait, et une taxe très chère pour l'économie en final quand même. Donc, et on sait ce que c'est que ça va mettre, il faudrait que tout le monde le fasse partout dans le monde pour que ça se fasse, et ça va être une énorme taxe. Donc c'est pour ça que on a envie d'y croire, mais ça va prendre beaucoup de temps, ça va être très compliqué. Et du coup, ceux qui pensent que le carbon capture and storage, on va y arriver et que ça va être on pourra tout dépolluer, donc ça veut dire qu'on peut polluer. Moi, j'ai envie de leur dire non, mais attention, en fait, ça va être très compliqué, très cher. Il faut vraiment qu'on arrête de rajouter du carbone à l'atmosphère au plus tôt, parce que ça va être tellement cher et compliqué à enlever. Oui, on va se retrouver un moyen d'enlever l'excès qu'on a mis, mais ça va mettre beaucoup de temps, ça va être très 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 cher, très 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 cher. L'impératif aujourd'hui, s'il y a de l'argent à investir dans tous ces domaines-là, ce qui me semble important, c'est déjà de voir comment faire pour arrêter de polluer, de rajouter du carbone dans l'atmosphère à celui qui est déjà. Et ça, bah, voilà, ça plaide pour tout ce qu'on vient de se dire, quoi. Et encore une fois, on n'est pas du tout en opposition avec les énergies renouvelables, hein. C'est ça que les gens doivent bien comprendre. Avec Terraform Industries, en fait, on utilise les énergies renouvelables, mais c'est juste que les énergies renouvelables, elles sont intermittentes, donc il y a une pratique de stockage. Là, ce qu'on fait, c'est que c'est pas grave. On l'utilise quand elle est disponible et on fait quelque chose qui est facile à stocker, facile à faire circuler, et que toute l'économie par ailleurs utilise déjà, pour lequel l'économie a déjà plein d'infrastructures en place. Donc tout ça est vraiment complémentaire. Ça répond vraiment à la problématique de l'intermittence. Pour faire quelque chose qui ne rajoute pas la pollution. Donc non, mais ça ça me paraît vraiment intéressant. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? On a fait un sacré tour d'horizon déjà là, de toutes vos activités. Qu'est-ce que, par exemple, une question, c'est qu'est-ce que ce serait le succès pour Terraform Industries dans 10 ans, par exemple? Et ben on a plus d'émissions de carbone, de dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est à 430 ppm. Et ben j'espère que dans 10 ans, on sera à moins de 430. Parce que si on arrive à rétablir le cycle naturel du carbone, on arrête d'extraire le carbone, donc on continue à justement à transformer le dioxyde de carbone en carburant ou en autres produits dont on a besoin à l'heure actuelle. Et en même temps, on a d'autres technologies qui nous permettent de ne plus émettre d'émissions de carbone ou justement d'être en carbone négative. Il ne faut pas oublier, on a des forêts, on a l'océan qui capture du dioxyde de carbone à très grande échelle. Peut-être qu'on aura découvert, je sais pas, la photosynthèse artificielle qui nous permettra justement de transformer, donc de capturer le dioxyde de carbone, ou d'autres technologies qui vont nous permettre justement de rétablir
nos émissions de carbone. Et nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'on aura plein de la compétition à gogo partout, où il y aura d'autres personnes qui vont développer des machines comme les nôtres, qui seront peut-être plus efficaces ou plus robustes, qui va justement permettre non seulement de rétablir le cycle du carbone, mais aussi, et je pense que il y a l'aspect humain, d'avoir de l'énergie à disposition n'importe où dans le monde. Faut pas oublier qu'il y a 80% des pays qui dépendent de l'importation des énergies fossiles de quelques pays dans le monde. Et justement, on voit avec la crise actuelle en Europe, ça me brise le cœur de voir que des gens ne peuvent pas chauffer à l'heure actuelle dans des pays développés, dans n'importe où dans le monde. Mais justement, on a vu cette crise énergétique. Et donc, il faut trouver vraiment des solutions aujourd'hui, en 2024, nous, on espère, de trouver des solutions à court, moyen et long terme. Et donc, je pense qu'il faut plusieurs technologies qui nous permettent de faire ces transitions au cours des décennies. Il ne faut pas oublier les scientifiques ont prédit qu'on devait atteindre à la fin du siècle 1,5 degrés de réchauffement climatique. On est en voie d'arriver à ce point en 2027. On est 73 ans en avance sur nos prédictions. Donc voilà, en fait, il faut arrêter de voiler la face. Moi, je me voyais la face quand j'étais jeune en me disant, on va arrêter les énergies fossiles tout de suite, il faut utiliser autre chose que les énergies d'hydrocarbures. Et je pense que j'ai ouvert les yeux sur la vie à l'heure actuelle, non seulement dans les industries, mais aussi dans le reste du monde. Et on ne va pas arrêter du jour au lendemain d'utiliser des énergies de carbone. Et donc, justement, il faut arrêter à tout prix de les extraire du sol et de rétablir ça. Donc, c'est une longue réponse pour te dire que j'espère qu'on aurait rétabli le cycle du carbone, qu'on aura arrêté d'émettre du dioxyde de carbone et qu'on aura des technologies partout dans le monde où les gens peuvent se chauffer et en même temps être en paix avec la planète. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Et je voudrais ajouter un point sur le chauffage. Ce que tu disais, c'est vraiment important parce que, par exemple, quand il y a eu le problème à Fukushima, du coup, il y a eu beaucoup moins d'électricité disponible. Les gens sont moins chauffés. Et en fait, il y a beaucoup plus de gens qui sont morts de froid que d'autres choses pendant cette crise, en fait. Et même, on l'a vu pendant les coûts élevés du gaz, ça devait être l'hiver dernier en Europe. Ils ont constaté quand même une surmortalité à certains endroits en Europe parce que les gens se chauffaient moins. Les gens, donc, ça a l'air de rien, mais le chauffage, c'est important aussi. Et là, évidemment, on parle des pompes à chaleur qui sont très efficaces, etc. Le problème, c'est qu'elles sont chères à installer. Elles sont plus grosses que les systèmes actuels. Donc, c'est beaucoup de travaux pour les particuliers. Ça coûte très cher. Faudrait que ce soit financé entièrement par l'État, limite, parce que c'est un gros investissement pour un particulier, surtout pour les personnes âgées. Bon, elles n'ont pas encore 50 ans à vivre. Est-ce qu'elles vont faire un gros investissement qui va être rentabilisé sur 30 ans? Ben non. Du coup, moi, je le vois bien. Hein. Quand je discute autour de moi, les gens, ils disent, mais c'est pas déjà. Et puis, c'est cher aussi parce qu'il n'y a pas les compétences, il n'y a pas les savoir-faire, il y a des pénuries. Donc, en fait, il faut bien comprendre que les pompes à chaleur, c'est très bien, mais ça va mettre beaucoup de temps à se répandre, beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On arrête de se chauffer? On fait quoi? Ben non, on brûle du gaz, on est obligé. On est obligé, sinon on meurt de froid. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on brûle du gaz, autant que ce soit du gaz qui a été fait avec le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Comme ça, on arrive à des émissions nettes nulles. On est neutre. Et ça, les gens doivent bien comprendre. Les pompes à chaleur, ça va mettre beaucoup de temps se chauffer. C'est un besoin dans les pays où il fait un peu froid, en Amérique du Nord, en Europe. Dès qu'on se chauffe pas, on meurt. Hein. On l'a vu encore une fois à Fukushima. Les gens ils sont moins chauffés, ils sont morts. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est important. Et oui, alors justement, tu disais, mais en fait, ça paraît tellement évident en fait quand tu expliques tout ça. Et comme tu dis, c'est des technologies rodées, les brevets sont arrivés à expiration, etc. Mais on se dit, mais dès que les gens vont vraiment le comprendre dans 2-3 ans, mais vous allez être copié par tout le monde. C'est évident que la Chine va faire ses propres machines en copiant les vôtres. Tout ça va être reverse engineer dans 2 secondes, si c'est si simple que ça. Du coup, vous allez avoir des concurrents partout. Et là, c'est plus d'un point de vue, tu vois, investisseur. Comment vous expliquez aux investisseurs que tu vois que vous allez quand même pouvoir vous décoller si en fait ça devient une commodity la machine et que tout le monde va la copier partout.
Parce que justement, je pense qu'on sera toujours en avance. C'est-à-dire que si on a la version 1 qui est sortie, les gens commencent à copier la version 1. Nous, on a des retours, déjà des revenus qui nous permettent de faire la version 2. À partir du moment où la version 2 elle est relancée, on est déjà voilà, on continue à faire des revenus, etc., pour faire la version 3, 4, 5, et s'étendre partout. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs aspects à notre technologie. C'est-à-dire que on a l'électrolyseur. Il y a par exemple beaucoup de personnes qui veulent juste des électrolyseurs parce que, par exemple, pour faire la synthèse de l'ammoniac, on a besoin d'hydrogène. Donc, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont se lancer dans la synthèse de l'ammoniac verte à partir d'hydrogène qui vient de l'électrolyse de l'eau. Pareil pour la capture directe du dioxyde de carbone. Il y a peut-être des industries encore qui, à l'heure actuelle, émettent des émissions de carbone. Peut-être qu'elles veulent investir dans notre capture directe du dioxyde de carbone pour leur faciliter. Il y a peut-être d'autres personnes qui, justement, se lancent, voilà, qui ont acheté un champ de panneaux solaires. Ils se sont rendus compte que ça va mettre 5 ans à se raccorder à la centrale électrique. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils mettent une machine et ils ont du gaz à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on arrivera à rester à l'avant du marché, justement, avec ce retour à l'investissement qui est assez rapide, pour nous permettre non seulement de développer des machines qui vont être plus efficaces et plus robustes, mais aussi de se diversifier dans non seulement la formation du gaz naturel, mais dans d'autres produits, le méthanol, le kérosène, soit juste l'électrolyse de l'eau, soit juste la capture directe du dioxyde de carbone. On va commencer, on va rester un peu, je pense, plus polyvalent. Voilà. Et sur le gaz, en fait, moi, ce que je comprends aussi, c'est que le marché est tellement énorme, et comme vous êtes vraiment les premiers à avoir une solution qui paraît vraiment viable et rentabilisable rapidement, bah, voilà, vous allez avoir une avance qui fait qu'il y a de quoi faire, même si vous êtes copié, il y a potentiellement de quoi faire. Tiens, juste encore un autre petit point, parce qu'on parle aussi de biométhane, du méthane vert, Oui. fait en faisant fermenter des résidus végétaux, ou même, je sais pas moi, en cultivant du colza, enfin peut-être pas du colza, mais là, ce que tu disais, c'est que c'est peut-être pas scalable autant, et puis l'empreinte au sol de faire pousser des plantes, c'est une plus grande empreinte qu'en fait que de mettre des panneaux solaires au final. Donc, Exactement, c'est 1000 fois moins efficace. 1000 fois moins efficace 1000 fois moins efficace, d'utiliser des plantes. Ouais. C'est ça. Pour la même superficie au sol. Hein. Donc, je te Ouais. parle, l'empreinte au sol, pour faire du biométhane, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Ouais, donc parce que beaucoup de gens parlent des biofuels. Vous, c'est différent en fait. Alors, parce que comment ça s'appelle? Parce que moi, je me suis dit, est-ce qu'on appelle ça de l'électrométhane, du méthane vert, du méthane, comment on l'appelle? Parce qu'il y a les e-fuels, mais vous, c'est pas encore directement. Est-ce qu'on considère le méthane comme un fuel? C'est pas vraiment c'est pas un fuel en tant que tel. Donc, c'est pas un e-fuel, c'est pas du biométhane, c'est du e-méthane. Comment vous appelez ça? Et ben en fait, tu as bien raison. Il n'y a pas de vocabulaire à Bah, l'heure faut actuelle. l'inventer. Ouais, ben exactement. Donc en fait, on a une personne dans notre équipe qui travaille justement avec la législation californienne pour développer un nouveau vocabulaire parce que c'est une nouvelle définition du méthane. Ah, c'est Voilà. ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, super. Et du coup, bah voilà, comment les gens ils peuvent vous aider, se renseigner, vous soutenir. Est-ce que là, je crois que vous êtes une douzaine d'employés. Est-ce que vous recrutez? Vous projetez de recruter combien de personnes dans les prochains, je sais pas, dans l'année prochaine, d'ici à l'année prochaine? Eh ben oui, alors on est toujours à la recherche d'ingénieurs qui veulent travailler et justement être à l'intermédiaire entre l'énergie et l'environnement. Donc on recrute toujours, on recrute énormément de personnes qui sont capables de faire du design, qui sont capables de faire de la mécanique. Justement, tout ce qui est l'électrolyse, on a besoin de beaucoup de personnes sur l'électrolyse de l'eau en hydrogène. Des personnes qui ont aussi utilisé. En fait, les personnes qui travaillaient donc dans l'énergie pétrolière, elles peuvent travailler avec nous parce que justement, on utilise les mêmes techniques et les mêmes produits. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. On se dit si l'énergie fossile, elles s'en vont, on va perdre tous ces emplois. Bah non. Ils peuvent travailler avec nous, il n'y a pas de problème. Donc, on recrute, n'hésitez pas. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur notre blog. Donc, Casey, tu le disais, écrit pas mal de blogs. Et c'est vrai que c'est un de ses talents. Il est vraiment très doué pour l'écriture et justement disséminer donc
voilà ce qu'on essaie de faire au public large. Mais justement, il parle aussi de pas mal de choses. Donc, pour tous les curieux, je leur conseille vraiment d'aller sur le Je vais blog tout de mettre en Casey. lien. Je vais tout mettre en lien dans le podcast. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir un ingénieur brillant, mais qui prend aussi le temps d'écrire et qui explique ce qu'il fait. Souvent, on a des gens qui parlent beaucoup, alors qui parlent bien, mais bon, on ne sait pas trop sur quoi ça repose forcément. Et puis, on a des gens qui sont de très bons ingénieurs, mais qui prennent pas le temps d'écrire. Et lui, il fait les deux. Et c'est un cocktail rarissime, mais c'est vraiment impressionnant. Parce que là, on se dit, waouh, il y a une mind vraiment derrière tout ça qui a pris le temps d'expliquer. Il y a vraiment une vision, il y a une réflexion. On sait où on veut aller, quoi. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a impressionné, moi aussi. Donc, je vais tout mettre ça en lien. Et juste, alors, pour l'anecdote, je partage. Ça, c'est le site. Je ne sais pas si tu le vois à l'écran, là, le site de Terraform. Alors, ça fait sourire. Ouais, On se dit, mais qu'est-ce que ça c'est fait que ce site, sourire. quoi? On se dit, c'est C'est quoi ça. cette blague? C'est quoi ce site? Et en fait, il y a le petit Easter egg, enfin la petite explication, elle vient à la fin. C'est ça. Évidemment, c'est Why does our website look like this? En fait, ils disent, voilà, parce que nous, on n'a pas le temps, on est pressé, on se concentre sur les priorités. La priorité, c'est notre techno. On n'a pas le temps de faire un joli site web. C'est pas le sujet. C'est une distraction. Donc voilà, on va à l'essentiel. Et j'adore cet esprit-là, quoi. C'est même. Et donc justement, tu vois sur notre site internet, on a un château. Alors pour tous ceux qui veulent aussi, qui sont locaux de la Californie, il y a plus de 150 000 Français qui vivent à Los Angeles, donc on est localisé à Los Angeles. Et, ils peuvent venir nous rendre visite. Le château est ouvert à tous les curieux et curieuses qui veulent nous rendre visite. Nous sommes dans un des châteaux au nord de Hollywood. Voilà. Mais oui, c'est ça. Donc c'est un château, un ancien décor de cinéma ou c'est un vrai château? Enfin, c'est quoi? Non, c'est un ancien. C'est un château en carton-pâte. À peu près, à peu près. Ça a été utilisé, bien sûr, pour les films d'Hollywood. Donc, c'est pas le château de Chambord, mais un des châteaux de Hollywood. Voilà, je pense que si les gens sont de passage, en tout cas, si je passe, ça va avec plaisir. Super. Et voilà, est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Justement, s'il y a des personnes qui ont encore des questions, qui n'arrivent pas un peu à comprendre tout ça, je suis toujours disponible pour en discuter. Comme j'ai dit, ça fait plus de 10 ans que je réfléchis un peu à ces questions. Hein. Je suis vraiment je suis immersée dans toutes ces questions et c'est vrai que j'y réfléchis depuis pas mal de temps. Donc, s'il y a des personnes qui ont encore des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré, j'ai entendu parler de Terraform Industries en étant allé faire de l'escalade un dimanche. J'ai rencontré un des ingénieurs qui travaillait ici. Et c'est comme ça un peu que j'ai entendu parler de Terraform et que j'ai eu mon boulot. Donc, en fait, c'est une bonne façon de se dire aussi que voilà, on est tous motivés, on a tous vraiment pour ambition justement de régler ce problème énergétique, mais en même temps c'est important aussi de profiter de la planète qu'on a et de la vie qu'on a à l'heure actuelle pour faire les choses qu'on aime. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Merci beaucoup, Lucie, pour ton temps, pour ta générosité. Puis voilà, moi je vais partager tout ça autour de moi et au plaisir d'échanger à nouveau sur ces sujets. Et de même, merci d'avoir pris le temps et d'avoir posé pas mal de questions qui, je pense, vont faire réfléchir l'audience. Merci. Au revoir. Merci Thomas. Salut.